Donc, je m'appelle Marina Ponsol, je suis conseillère agréée en fleurs de bac et je me suis spécialisée particulièrement sur le bien-être au travail et l'accompagnement à la reconversion professionnelle. Donc, je propose des entretiens individuels en fleurs de bac. Pour le moment, je fais ça que en visio. Et je fais également de l'accompagnement donc à la reconversion professionnelle avec évidemment un grand angle sur la vie émotionnelle parce que quand on se reconvertit, il y a toujours beaucoup d'émotions qui se jouent. Et donc voilà, j'ai différents programmes. Il y a des programmes vidéo à faire en autonomie et puis j'ai des programmes aussi on va dire, d'accompagnement individuel sur plusieurs séances. Et je suis aussi rédactrice de... Ah, pardon. Non, c'est un peu fort parce qu'il y a des gens un peu durs. Oui. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Voilà. Vous me dites pareil, si je parle trop vite, vous n'hésitez pas. Je parle un peu vite? Oui. Ok, bon, je vais réduire. Et donc, je rédige aussi du contenu en santé naturelle, donc pas que sur les fleurs de bac, mais aussi sur l'aromathérapie et la phytothérapie. Et j'anime aussi des webinaires dans ce cadre-là. Et donc, après, pour ceux que ça intéressera, il y a mes coordonnées réseaux sociaux, on va dire. Alors, donc ce soir, on va parler du stress et du surmenage et on va le dérouler en 2 temps. Donc, on va faire une première partie sur un petit peu comprendre ce qui se passe dans le corps quand on est stressé et surmené. À savoir que je ne suis pas non plus médecin ni naturopathe, mais on va quand même aborder certaines bases. Et puis, on va faire un petit exercice aussi de relaxation parce que pour moi, c'est très important que vous repartiez avec des outils aussi à appliquer au quotidien. Et dans un second temps, eh bien, on parlera plutôt de ce que c'est les fleurs de bac et puis comment est-ce qu'on peut les utiliser dans le cadre du stress et du surmenage. Et donc, voilà, si vous avez des questions aussi plus précises, on pourra évidemment revenir dessus. Alors, est-ce que ça va pour vous, le programme? Ça vous plaît? Alors. Okay. Alors déjà, je voulais vous poser une petite question parce que ça va toujours être intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le stress, c'est un petit peu un mot valise, comme la confiance en soi. Et ça ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Donc déjà, j'aimerais vous faire un petit peu lever la main ou peut-être ceux qui sont en visio, vous pouvez aussi, je ne sais pas s'il y a un chat, oui, peut-être dire qui se sent stressé là aujourd'hui ou ces derniers temps. Vous pouvez lever la main. Oui. Ok, donc on a à peu près la moitié qui a levé la main dans le chat, tu me diras peut-être tout à l'heure. Et donc, une première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes stressé? Alors, ça peut être ressentir au sens des sensations physiques, ça peut être des émotions, des pensées. Ah, c'est posé une colle? Moi, j'ai une boule quand je respire. Ouais. Voilà. Je cherche ma respiration tout le temps, tout le temps. Ouais, une boule, ouais. Quand vous respirez. Et qui est ici. Oui. Ouais. Moi, c'est plus au niveau de c'est comme une chaleur, une agitation, en fait. Ouais. Et puis surtout des pensées qui vont à 200 à l'heure, quoi. Ouais. Je vais répéter pour les gens en visio. Donc, c'était des pensées qui vont à 200 à l'heure, de la chaleur. Une agitation. Et une agitation. Ouais. Oui. Et parfois, la sensation de perdre mes moyens. De ne plus savoir prendre les bonnes décisions ou comme agir dans une précipitation. Je ne prends pas forcément les bonnes décisions. Ouais. Ou dans le travail aussi. On est submergé alors qu'on sait qu'on va le faire. Mais j'en fais tout un... Je me suis après-midi, c'est ce que je me stresse. Ouais, donc la sensation d'être submergé, surtout au travail aussi. Ouais. De perdre ses moyens. Tout à fait. Parce que c'est toujours le même boulot. Parce que je vais le faire. Mais, Et oui. Les mots de tête, ça se traduit par des mots de tête. Ouais, des mots de tête. Ouais, ça peut durer la journée entière, quoi que je prenne. Et comme ma voisine, des pensées qui défilent à 200 à l'heure et je ne sais plus par quel bout il faut attaquer. J'ai une super fleur de bac pour vous pour cette pensée. Mais on va y venir tout à l'heure. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Est-ce qu'on peut associer le stress? Moi, j'associe plutôt à la peur et à l'angoisse. Oui. Voilà. L'examen médical, par exemple,
J'étais stressée, mais c'était vraiment de la peur, quoi. Et oui. Je ne sais pas si on peut associer. Si, tout à fait. Oui. Dans le même cas. Ouais. Oui. Et oui, c'est vrai parce qu'en fait, on va avoir une pensée de peur par rapport à un examen médical et ça va créer des sensations effectivement dans le corps et donc le stress. Ouais. Ok. Bon, j'ai ça depuis que j'ai eu mon handicap. Et ouais, c'est sûr. En ligne, il y a quelqu'un qui me dit qu'elle se sent agitée, submergée et qu'elle va dans tous les sens. Ouais. Ok, donc ça se rejoint pas mal, en effet. Ok, est-ce que c'était tout bon pour les témoignages de ce que vous ressentez? Ouais. Et donc ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui vous stresse au quotidien. Donc j'ai entendu tout à l'heure, vous parliez de la sphère professionnelle, ça peut être aussi dans la sphère familiale. Voilà, est-ce que vous arrivez à identifier un petit peu déjà les facteurs qui vous stressent? Moi, c'est mon adolescente de 16 ans. Donc les enfants, ouais. Quelquefois, je diffère le retour chez moi Ouais. pour pas être confrontée à son retour d'école. Comme ça, je sais que j'ai un space de 20 minutes, par exemple. Je préfère prendre un café en terrasse que de rentrer chez moi et d'avoir le stress de mon adolescente. Ouais, je comprends. Moi, j'avais le stress des enfants adolescents. Comme j'ai mes enfants qui sont très proches, là, maintenant, j'ai les adolescents de ma fille, quoi. Ah oui. Voilà. Merci, on va en être débarrassé, mais non. Et oui, jamais. Ouais, donc c'est vrai que c'est intéressant, je vous ai posé toutes ces questions parce que déjà, on verra un peu après dans les techniques anti-stress, déjà d'identifier ce qui nous stresse, c'est déjà une bonne base. Alors ça ne veut pas dire que ça va enlever le stress d'un coup, mais ça va permettre d'identifier un petit peu où est-ce qu'on en est. Et typiquement après en fleur de bac, ce qu'on verra tout à l'heure, ça peut permettre aussi de donner des indications pour aller vers telle ou telle fleur. Donc, en tout cas, on voit que le stress, il est multiple. Ça peut créer plein de réactions différentes dans le corps et pour des raisons très différentes. Donc, un des premiers outils dont je voulais vous parler ce soir, c'était la relaxation. Et donc, je vais vous proposer un petit exercice parce que notamment, certaines m'ont dit être un peu stressées, donc peut-être ça va faire du bien à tout le monde. Donc, rassurez-vous, on ne va pas faire une méditation pendant 1 heure. L'idée, c'est vraiment de prendre quelques minutes pour vous permettre de tester peut-être un outil. Alors, est-ce que vous êtes habitué des relaxations, méditation ou pas du tout? Ouais, quand même. Ok. Donc, je vais vous proposer en fait 2 exercices en un. En visio, vous pouvez aussi le faire. Ça sera même encore mieux parce que vous êtes chez vous tranquille apparemment. Donc, en fait, je vais vous proposer aussi de fermer les yeux, mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise sur le fait de le faire, il n'y a aucun souci. En tout cas, ce que je vous propose déjà pour commencer, c'est d'avoir bien les 2 pieds au sol. Donc, et d'avoir le dos plutôt bien droit. Et donc, ceux qui sont en visio, si vous préférez le faire allongé, vous pouvez aussi, ou sinon juste rester assis, les 2 pieds dans le sol, le dos bien droit. Et donc, déjà, on va aller voir la respiration. Donc, c'est vraiment tout simple, hein. C'est le b.a.-ba. S'il y a des profs de yoga ici, on va dire qu'effectivement, c'est très simple. Mais c'est déjà, en fait, quand on se sent stressé, de revenir à la respiration. Et donc, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est un petit exercice tout simple de respirer. Donc, vous allez normalement, peut-être vous le savez déjà ou peut-être que vous l'avez oublié, mais quand on inspire, il y a le ventre naturellement qui se gonfle. Et quand on expire, il y a le ventre qui rentre plutôt comme si on voulait aller toucher la colonne vertébrale. Et donc, un premier exercice, ça va être tout simplement de prendre une bonne inspiration, donc de gonfler le ventre à l'inspire et de serrer le ventre comme si vous voulez rentrer vers la colonne vertébrale à l'expire. Et donc, prendre comme ça 2 ou 3 bonnes inspirations. Et on pourra même expirer par la bouche et même visualiser peut-être, si ça vous parle, que vous expirez votre stress, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous parasite. Voilà, donc juste, je vous propose de le faire. Donc, vous pouvez fermer les yeux. Et puis, donc, on va inspirer en gonflant le ventre. Et on expire. Encore. On inspire. Et on expire. On fait sortir tout le stress. On inspire. Et on va prendre une grande expiration. On va tout souffler. Une dernière fois. On inspire. Et on expire.
pouvez garder les yeux fermés. Et donc là, je vais vous proposer un autre petit exercice qui va être de faire un petit scan corporel. Donc l'idée, c'est d'apporter de la détente dans tous les organes du corps. Donc on va commencer par les pieds. Vous allez mettre votre concentration sur les pieds et détendre tous les petits os du pied. La voûte plantaire, les orteils. Ensuite, on va remonter, on va détendre la jambe gauche, le genou gauche, la cuisse gauche. Vous pouvez visualiser que vous avez comme une lumière blanche qui vient détendre toute cette partie du corps, toute la jambe gauche. Ensuite, vous allez vous concentrer sur la jambe droite. Vous allez détendre le bas de la jambe. On remonte, on détend le genou droit. S'il y a des douleurs articulaires habituellement au niveau des genoux, on détend cette zone le plus possible. Et on détend la cuisse droite. On va remonter au niveau des parties génitales, au niveau du bassin. On va détendre toute cette zone aussi qui est souvent contractée. On remonte un petit peu plus. Et on va pouvoir détendre tout le ventre, tous les organes de la digestion. Continuez à bien inspirer, à bien expirer et à visualiser que vous avez comme cette lumière blanche qui vient détendre tous les organes de la digestion. On remonte encore, on va détendre les côtes, on va détendre la poitrine, le cœur, le plexus solaire. Et on remonte, on va détendre les épaules. On se concentre sur l'épaule gauche, on détend ensuite tout le bras, on descend. Imaginez que vous avez toujours cette lumière qui vient détendre le bras gauche, le coude, l'avant-bras, le poignet gauche, la main gauche, les doigts de la main gauche. Ensuite, on remonte progressivement au niveau de l'épaule et puis on va se concentrer sur l'épaule droite. On va détendre l'épaule droite, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit et la main droite avec tous les doigts. Et donc, on va remonter encore, on va détendre le cou, on va détendre toute la zone du dos, qui est pareil, le dos en général, source de douleur quand on est stressé. Imaginez que vous détendez progressivement tout le dos, toute la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et puis, vous allez détendre le visage, la mâchoire. Pareil, en général, quand on serre des dents, quand on est stressé. Donc, on détend toute la mâchoire. Puis, on va détendre, on va remonter progressivement au niveau du visage. On va détendre le nez, la bouche, les yeux, le front, les oreilles. Et puis, on va détendre aussi tous les cheveux. Et je vais même vous inviter, si ça vous parle, à peut-être vous faire un petit massage crânien au niveau des cheveux. Parce qu'en général, ça fait du bien aussi. Et d'apporter beaucoup, beaucoup de douceur à ce niveau-là. Super. Et puis, donc, quand vous serez prête, progressivement, vous allez pouvoir venir rouvrir les yeux et puis revenir, vous resituer, si vous étiez parti un petit peu loin, vous resituer dans la salle avec moi. Voilà. Donc, l'idée, c'était de voir qu'en fait, en un peu plus de 5 minutes, on peut déjà arriver à faire un petit exercice pour soi. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières? J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient bâillé. C'est que ça fait du bien. Ok. Ok, donc ça vous a plutôt fait du bien ou au contraire, est-ce que ça vous a stressé? Puisque ça peut aussi. Ouais. Parfait. Donc voilà, si ça vous parle, c'est un petit outil dans le replay que vous pouvez refaire, évidemment. Heureusement que ça n'a pas sonné 5 minutes avant. C'est cool, j'adore. Donc voilà, l'idée, c'était en tout cas de montrer que quand on se sent stressé, quand on a souvent son travail, les enfants à gérer, tout le quotidien, des fois on peut se dire que c'est pas si simple que ça de se déstresser. Et en fait, cet exercice, vous m'entendez quand même avec l'alarme? Oui. Ou Jacques?
Non. Ça va, ok. Et bien après cet exercice, ça peut aider. Vous pouvez même le faire sur votre lieu de travail, par exemple, si vous sentez que c'est un peu intense. À un moment donné, vous parliez de ça justement au niveau du boulot, du surmenage. Et bien en fait, de prendre ce temps, ça peut être voilà, clairement aux toilettes ou s'il y a une salle de pause dans les locaux ou à la maison, et bien ça fait du bien. Voilà pour ce petit temps de relaxation. Alors, on va revenir un petit peu à notre sujet du soir. Donc, on va aller sur quelque chose d'un peu plus théorique là, mais on refera un peu des choses un peu plus pratiques avec les fleurs de bac. Donc, l'idée, ça va être de définir un petit peu le stress et le surmenage, toujours en vous apportant des outils. Et un des outils qu'on utilise beaucoup sur la notion de stress, c'est cette échelle de Holmes et Raï. Est-ce que certaines connaissent? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Donc en fait, donc c'était Thomas Holmes et Richard Rey. Ce sont deux psychiatres américains qui ont mis au point cette échelle à la fin des années 60 et on va dire que ça a été vraiment terminé en 1970. Et c'est une échelle qui permet d'évaluer tous les facteurs externes qui peuvent nous stresser au quotidien. Est-ce que vous arrivez à lire? Je vais vous indiquer. Donc en fait, ils ont mis au point une échelle. En fait, ils ont réalisé une étude sur à peu près 5000 Américains pour voir un petit peu qu'est-ce qui les stressait le plus au quotidien. Et puis en fait, ils ont fait une échelle comme ça de gradation. Et donc en fait, on va dire le stress le plus fort qu'ils ont identifié, c'était la mort du conjoint. Et donc ils ont mis une valeur de 100. Donc en fait, c'est une échelle qui va jusqu'à, enfin, le point le plus fort, c'est 100. Ensuite, le point médian, c'est le mariage. Donc oui, c'est censé être un événement en général heureux, mais malgré tout, ça reste un événement en général très stressant pour beaucoup de monde. Et puis après, bah voilà, entre le 50 et le 100, ils ont fait des choses qui pouvaient nous stresser. Donc on a divorce, séparation, mort d'un parent proche, période de prison, blessure corporelle, etc. Et puis après, ils ont indiqué tout un tas de choses qui pouvaient nous stresser. Et donc, bon, là, vous ne le voyez pas forcément, donc, mais vous pourrez, si ça vous intéresse, dans le replay, faire le test et de calculer. Donc, en fait, ça a été une échelle qui a été pensée sur une année, voire sur les 24 derniers mois. Et l'idée, en fait, c'est de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé dans votre vie sur la dernière année et de faire le calcul de tout ce qui vous concerne. Et vous pouvez même indiquer le nombre de fois. Par exemple, je ne sais pas, moi, le changement de domicile, ben, admettons, si vous avez déménagé 2 fois dans l'année 2022-2023, et ben, donc, du coup, vous multiplierez par 2 le résultat. Et donc, ça va vous donner un nombre de points, et ce qui va indiquer un état de stress. Donc, cet outil, c'est un indicateur parmi d'autres, mais qui peuvent aider et qui montrent bien, effectivement, que non seulement les événements stressants sont à la fois des événements parfois négatifs, mais aussi positifs. Dans l'échelle, on a par exemple la grossesse, on a le mariage, donc, ou un succès exceptionnel, par exemple professionnel. Et ça montre bien qu'en fait, le stress, c'est très divers et qu'il y a plein de facteurs, il y a plein de choses dans notre quotidien. C'est vrai qu'on vit quand même dans une société qui est hyper stressante. Et donc, c'est bien des fois aussi de se le rappeler parce que quand on se sent stressé, des fois, on est un petit peu pas très bienveillant envers nous-mêmes. On peut se prendre la tête et se dire « Oh là là, je suis trop stressée » et culpabiliser. Alors qu'en fait, tout est fait dans la société pour qu'on soit stressé aussi. Donc, ça donne un résultat. Donc, si vous additionnez un petit peu tous les événements qui vous ont stressé, on arrive à 3 types de résultats. Si vous avez moins de 150 points, donc c'est-à-dire en additionnant, ça fait moins de 150 sur toute l'année passée, le risque de présenter une maladie liée au stress est quasi nul parce qu'on considère, en tout cas ces chercheurs psychiatres ont considéré que vous avez été trop peu exposé au stress pour que ça ait un impact. Si vous avez un résultat entre 150 et 300, eh bien, ces psychiatres nous disent que le risque de déclencher une pathologie somatique liée au stress, elle est quand même un petit peu importante et qu'il vaudra bien penser à prendre soin de vous, donc par la relaxation, par les fleurs de bac, par la sophrologie, enfin, par toutes les approches qui vous parlent. Et si vous avez plus de 300, on considère que vous avez quand même vécu des situations qui ont été éprouvantes. Donc déjà, en fait, le fait de faire ce test et peut-être de se rendre compte de ça, ça permet de se dire « Ah oui, effectivement, j'ai eu une année compliquée ». Et ça a généré un vrai stress pour l'organisme. Et donc, effectivement, ces chercheurs considèrent que potentiellement, il y a un risque de développer des maladies somatiques plus ou moins importants.
Est-ce que c'est bon pour ça? Ouais. Donc, vous pourrez faire le petit test et puis vous me direz. Ensuite, on va voir ce que c'est le stress de façon, on va dire, si on devait donner une définition. Le stress, c'est une agression de l'organisme causée par un agent extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, il y a une situation extérieure ou une personne ou une maladie extérieure, du coup, à vous, qui arrive, qui surgit. Et du coup, votre organisme, eh ben, il va être dans une vraie situation d'inconfort. Et il va du coup eh bien, devoir trouver des mécanismes à l'intérieur de lui eh bien, pour se défendre. Il y a vraiment cette idée un petit peu d'attaque quelque part. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on parle de danger identifié. On va se mettre dans un état de tension. Donc, on peut avoir, par exemple, le cœur qui bat plus fort, on peut avoir les mains moites, on peut avoir une boule dans l'estomac, comme vous avez dit. Enfin, il peut y avoir plein de choses différentes. Tout simplement, en fait, ça va être et on va voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Ça va être un état de tension pour que votre organisme, eh bien, il puisse tout simplement gérer cette agression, s'adapter à cette réaction pour pouvoir eh bien, la sortir. Voilà, c'est comme quand on est malade, eh ben, l'organisme va mettre en place tout un tas de choses. La fièvre, par exemple, est faite pour tuer finalement les virus ou les bactéries. Donc là, c'est la même idée. Donc finalement, l'organisme est quand même très bien fait. Quand on est stressé au départ, c'est quand même, il va y avoir un certain nombre de réactions qui sont très bien pensées par le corps. Donc finalement, le stress, c'est quoi? Le stress, c'est une réaction d'adaptation de l'organisme. L'organisme va s'adapter à travers plusieurs mécanismes, dont le cortisol, qui est aussi la fameuse hormone qu'on appelle l'hormone du stress, que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Voilà. Donc, on va passer un tout petit peu en revue sur le cortisol parce que vous allez voir que c'est intéressant dans le stress, le surmenage et qu'après, c'est un lien aussi avec le burn-out. Alors, qu'est-ce que le cortisol? Le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales. Est-ce que vous savez où c'est les glandes surrénales? C'est les glandes qui sont, en fait, c'est au-dessus des reins, comme son nom l'indique. Et c'est pour toucher, c'est un petit peu l'endroit où c'est un peu plus mou, au niveau du bas du dos. Et ceux peut-être qui se mettent de l'huile essentielle d'épinette noire ou ce genre de choses savent déjà où c'est. Donc, le cortisol, il est sécrété par les glandes surrénales selon un rythme circadien. Circadien, ça veut dire que c'est un rythme jour-nuit. Donc, en fait, il y a un pic de cortisol qui est là le matin, vers 7 h du matin à peu près. C'est justement ce pic qui va venir un petit peu redescendre tout au long de la journée. Il peut y avoir à nouveau une petite augmentation après un repas ou après un effort soutenu au niveau sportif. Et en fait, eh ben, il est au plus bas le soir. Donc, c'est vraiment aussi une hormone qui aide à nous dire, ben voilà, il y a le jour, il y a la nuit. Et en fait, au départ, c'est une hormone qui est très, très utile parce que c'est l'hormone qui va nous aider à nous mobiliser, à nous motiver, à nous faire se lever les matins. Donc, en fait, on a profondément besoin. Et en fait, souvent, on a tendance à dire, oui, le cortisol, c'est mauvais, etc. Mais en fait, non, on en a vraiment besoin au départ. Donc, en fait, il est sécrété le matin. Mais aussi, c'est une hormone qui peut être sécrétée à la demande. Et donc, en l'occurrence, notamment quand il y a un stress de l'organisme qui se fait. Et donc, du coup, effectivement, il y a une situation de stress qui arrive. Et donc, hop, les glandes surrénales vont sécréter du cortisol. Ça va permettre à l'organisme de s'adapter en cas de stress. Donc, effectivement, tout à l'heure, quand je vous posais la question un petit peu des symptômes ou des effets sur le corps, eh bien, il y a certains effets qui peuvent être justement en lien avec cette poussée un petit peu de cortisol qui se fait à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est ce qui va nous permettre, par exemple, d'avoir beaucoup plus de vigilance, de rester concentré quand il y a ce stress qui arrive. C'est aussi ce qui est hyper intéressant, le cortisol, il peut aussi avoir un petit rôle anti-inflammatoire. Donc, ce qui fait que, par exemple, quand on est malade et qu'on a une infection, eh bien, d'avoir un petit peu ce rôle anti-inflammatoire donc qui va aider sur la gestion des douleurs, eh bien, peut être aussi hyper intéressant. Donc, en temps normal, le cortisol, c'est très bénéfique. Ça nous permet de nous réguler face au stress. Et donc, c'est lui qui va effectivement nous aider à avoir ce mécanisme d'adaptation. Le problème arrive dans la zone rouge. En fait, on est en période de stress qui est prolongée. Et effectivement, ça, je ne vous ai pas demandé depuis combien de temps vous êtes stressé, mais bon, il y a la situation stressante, par exemple, je suis coincée dans les bouchons. Mais en fait, quand on vit un stress comme ça permanent, tous les jours, de plus en plus long,
ça va avoir de nombreux effets plutôt néfastes sur la santé. Petite question justement, qui se sent vraiment stressé depuis des semaines, des mois et sent que... Depuis 2 ans. Ouais. Ok, il y a d'autres personnes comme ça sur du long terme qui se sentent... ouais. Ok, depuis combien de temps à peu près? Presque 2 ans. Presque 2 ans aussi, ouais. Et donc, du coup, c'est là où ça va être important, et bien, justement, de prendre soin de vous. Donc, vous avez bien fait de venir ce soir et de voir un petit peu ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, donc, quand on est stressé, effectivement, ça va me permettre aussi de revenir sur ce que vous venez de dire. Il y a 3 phases un petit peu du stress. Alors ça, c'est un autre... Comme ça, je vous donne les références si certaines veulent aller encore plus loin sur la notion de stress. On dit que le père du stress, en tout cas celui qui a vraiment développé cette notion sur le stress et les mécanismes un petit peu d'adaptation, c'est Hans Selye. Donc, c'est un médecin endocrinologue qui est né en Autriche, mais qui a beaucoup vécu à Montréal. Donc, d'ailleurs, souvent, on dit que c'est un médecin québécois. Et donc, en fait, dans les années, on va dire entre 1930 et 1950, mais surtout en 1950, il a tout simplement mis au point, en fait, le fruit de tout son travail sur la notion de stress, et il différencie un petit peu 3 phases différentes. Donc, en fait, dans la première phase, c'est ce qu'on appelle une phase d'alarme, qui est une phase plutôt positive, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler le bon stress. Donc, on fait face à un événement stressant et on va avoir un pic d'adrénaline qui se fait, aussi qui est sécrété par les glandes surrénales, et éventuellement aussi un pic de cortisol. Et donc, c'est ce qu'on appelle effectivement ce moment où le cortisol il est sécrété à la demande, pour nous permettre de nous mobiliser. Dans cette phase-là aussi, on va avoir, c'est le moment en fait un petit peu où le corps va réagir selon la fuite ou le combat. C'est un petit peu, on dit ah là là, il y a un danger, donc on va prendre l'image, il y a un lion qui est là devant nous. Et en fait, est-ce qu'on va le combattre ou est-ce qu'on va le fuir? On va plutôt chercher à le fuir en général, mais en tout cas, il y a ce mécanisme-là qui se fait. Et donc du coup, j'aime bien ce mot de combat et fuite parce que ça permet vraiment de voir que le corps, il est vraiment impressionnant et qu'il est capable de se dire waouh, là on y va et on est capable de se mobiliser. Si le stress dure, pas à cause d'un lion, mais par exemple... Si on en rencontre un tous les matins. Hein. Si vous rencontrez un lion tous les matins, avant de partir au même endroit. C'est ça. Non, ça peut être une situation professionnelle stressante. Madame, vous avez parlé de votre maman qui est en EHPAD. Enfin, voilà, il y a ces situations en fait qui vont nous faire on va se faire du souci, on va se stresser, on va avoir de la peur, etc. au quotidien. On va rentrer dans ce qu'on appelle une phase d'adaptation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si le corps, progressivement, il venait à s'adapter à vivre ce stress au quotidien. Et donc, on va être en excès de cortisol. Et donc, du coup, là, ça commence à être un petit peu gênant parce qu'effectivement, ça peut créer un certain nombre de réactions un petit peu du corps. Ça peut créer aussi au niveau psycho-émotionnel pas mal de choses, de la nervosité, de l'anxiété, des crises d'angoisse. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses aussi. Et enfin, on arrive potentiellement, si ça continue dans le temps, des mois, dans une phase d'épuisement, qui est une phase finalement d'hypervigilance permanente. C'est-à-dire qu'on est toujours à l'affût. Et typiquement, une des situations où on s'en rend compte, c'est quand en fait on est fatigué et donc on aimerait dormir, sauf qu'en fait on est toujours sur le qui-vive. Vous savez, on a un petit peu la pile électrique qui peut pas dormir alors qu'il y a vraiment cette fatigue. Donc c'est pareil, ça peut arriver une fois parce que vous avez un gros événement le lendemain et que vous êtes hyper heureuse. Mais en général, si ça vraiment se présente, c'est pas forcément toujours bon signe. Et donc, effectivement, c'est un moment qui va dégrader notre état de santé et qui peut effectivement mener au burn-out. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le cortisol, donc, il va être sécrété. Sauf que cette sécrétion, elle n'est pas illimitée. Il arrive à un moment, en fait, où on a un petit peu puisé nos réserves, quelque part. Et en fait, le corps, il n'est plus en capacité de s'adapter. Donc, il y a un échec carrément de ce système d'adaptation. Et en fait, il arrive un moment où le cortisol, en fait, on n'arrive plus à en produire. Et donc, c'est ce qui mène en général, le burn-out, c'est ça, c'est vraiment un effondrement aussi du cortisol. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous expliquer? Bon.
Donc ça, c'était sur le stress. Donc pour moi, c'était un minimum, même moi, je ne suis pas médecin, mais c'était un minimum important qu'on comprenne juste les bases de ce que c'est, de ce qui se passe. Et justement, en fait, de savoir qu'il y a un petit peu ces 3 phases, ça peut permettre de éventuellement se situer, d'aller un petit peu plus loin si vous avez envie de regarder justement sur les travaux de Hans Selye. Donc on va passer au surmenage. Alors, le lien entre le surmenage et le stress, c'est tout simplement que le surmenage, c'est une conséquence du stress qui est devenu chronique, du coup. Donc, une petite définition, on définit le surmenage par un état de fatigue et d'épuisement qui résulte d'une longue période d'activité physique, intellectuelle, mentale et ou émotionnelle. Et donc, dans les symptômes, je crois qu'il y a un petit peu... Alors, c'est que là, c'est plus physique, mais il y a quand même pas mal des choses que vous avez dites. On va retrouver de la fatigue, forcément, c'est vraiment le symptôme numéro 1. C'est une fatigue qui va vraiment être permanente. Des douleurs musculaires, des troubles du sommeil, une prise ou une perte de poids, parce qu'il peut y avoir aussi une tendance aux addictions, au grignotage alimentaire, aux compulsions alimentaires, des troubles digestifs, des maux de tête. Et c'était vous, madame, qui avez des maux de tête, et une difficulté à se concentrer. Et il y a notamment un indicateur aussi qui est facile à retenir là-dessus, c'est de se dire, avant telle tâche, par exemple, faire prendre le bain, je ne sais pas, à mes enfants ou mes petits-enfants, c'était facile pour moi. Et maintenant, je me rends compte que je suis fatiguée de le faire. Et ça me paraît limite être une montagne de faire cette tâche, alors qu'avant, ça allait. Et donc ensuite, l'idée, ça va être de voir justement les retentissements du stress sur l'organisme. Donc, il y en a vraiment plusieurs. On peut avoir des problématiques au niveau de la thyroïde. On peut avoir des problèmes au niveau de la sphère cardiovasculaire, avec notamment de l'hypertension. On peut avoir des troubles digestifs, avec notamment une inflammation du foie. Parce que le foie, il a quand même un rôle aussi important à jouer. Justement, c'est celui qui va être en charge d'éliminer un petit peu le cortisol. Et comme il est en excès, eh bien, en fait, il est plus capable de le faire aussi bien qu'avant. On peut avoir une perte d'appétit ou au contraire, comme je vous disais juste avant, une tendance aux compulsions alimentaires. Et c'est ce qui menait, en fait, tout à l'heure, quand je vous parlais du surmenage. La prise de poids, ça va être, du coup, je vais grignoter pour compenser un petit peu, ou ça peut aussi mener effectivement à une perte d'appétit et donc une perte de poids qui est quand même significative. On peut toujours avoir des maux de tête. On peut avoir effectivement des troubles du sommeil parce que, je disais tout à l'heure, le cortisol, il agit aussi selon un rythme, il est sécrété selon un rythme jour-nuit circadien. Donc effectivement, si le cortisol, c'est un petit peu la fiesta dans votre organisme, du coup, ça va être plus difficile pour votre corps de comprendre aussi quand il faut dormir ou pas. Donc du coup, c'est vrai que ça peut créer ces troubles du sommeil. On peut avoir aussi des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, un épuisement physique et mental. Ça, c'est vraiment une des vraies caractéristiques et c'est vraiment quand on est dans des phases de pré-burnout aussi. Une vie sociale plus irrégulière avec une tendance à l'isolement. Et le fait de se dire, en fait, j'en peux déjà plus, il y a tellement plein de choses dans ma tête que je préfère en fait rester chez moi. Et des montagnes russes émotionnelles avec de l'anxiété. Donc, je ne sais pas si c'est exactement ça quand certaines d'entre vous parlaient du fait qu'il y ait plein de pensées qui se mélangent, plein de choses. Ça peut donner aussi cet effet de montagne russe, alors soit des pensées, soit des émotions, avec plein de choses qui vont se mélanger et une difficulté à faire le tri dans tout ce qu'on vit au niveau psycho-émotionnel. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc ce soir, l'idée, ça va être de parler des fleurs de Bach et on va surtout se concentrer sur les 4 derniers. Tout simplement parce qu'en fait, en fleurs de Bach, c'est une méthode qui agit en première intention sur la sphère des émotions, sur la sphère psycho-émotionnelle. Et donc, du coup, on ne va pas du tout s'intéresser à la sphère qui est physique. Ce soir, en tout cas. Est-ce que ça va jusque-là? Je vais regarder. Ouais, c'est ça, c'est la deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient d'aborder? Non? Bon, ça va, vous suivez toujours? Bon. Est-ce que je suis bon dans les temps? Parfait, nickel. Alors déjà, petite question, qui connaît les fleurs de Bach? Donc, ouais. Donc, quand vous dites, c'est que vous avez déjà utilisé? Ouais. Consulter. Consulter, ok.
Parfait. Et donc, pour qui ne sait pas du tout ce que c'est, ouais. Ok. Bon, bah, on va vraiment repasser de toute façon dans le détail parce que c'est pareil. Ah oui, peut-être en visio, si on peut demander qui connaît les fleurs de Bach et qui les a déjà utilisées. Et, tu me diras, Sophie. Donc, en fait, les fleurs de Bach, déjà pour commencer, ça s'appelle fleurs de Bach parce que le fondateur de la méthode, il s'appelait Édouard Bach. Et donc, c'est donc le docteur Édouard Bach, il est né il a vécu au début du XXe siècle et c'était un médecin immunologue, bactériologiste et homéopathe. Donc en fait finalement au départ c'était un médecin somme toute très classique qui a fait ses études de médecine et qui s'est rendu compte au fur et à mesure de son expérience que pour une même maladie et pour un même traitement, ces patients ne guérissaient pas de la même manière. Et du coup, c'était un médecin qui s'est dit, mais en fait, c'est vrai que du coup, il y a le côté un petit peu un symptôme, une pathologie égale un traitement. Et il s'est dit, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et en fait, il s'est rendu compte de l'impact, on va dire, psycho-émotionnel, donc des pensées, des émotions de ces patients. Et il s'est rendu compte à quel point cette sphère-là émotionnelle, elle avait un vrai impact dans le processus de guérison. Donc ça a été à peu près une première étape. Et donc, c'est aussi un médecin qui s'est beaucoup intéressé à l'homéopathie. Et d'ailleurs, les fleurs de Bach, c'est une méthode quand même qui est beaucoup... on retrouve beaucoup de ressemblances quand même avec l'homéopathie. On pourrait dire, certains disent entre guillemets que ce serait une homéopathie émotionnelle, et on comprend un petit peu pourquoi. Donc, en fait, il s'intéresse à l'homéopathie, il rejoint un laboratoire. Et là, il se rend compte, il fait des études, en fait, des recherches sur les germes intestinaux. Et donc, en fait, il se rend compte aussi que, pour lui, il était persuadé, en fait, que l'impact, que le lien entre notre flore intestinale et donc, du coup, l'état, on va dire, de santé de notre microbiote, de notre intestin, en disait long aussi sur le potentiel déclenchement des maladies. Et donc, du coup, en fait, il commence à mettre au point ce qu'on appelle les 7 nosodes de Bach. Alors, du coup, est-ce que vous connaissez? Ah non. Ok. Oui. Ouais, parce que j'ai lu l'histoire du docteur. Ok. C'était comme des remèdes appropriés, comme des personnalités, 7 personnalités de biotopes. Tout à fait. Et il proposait des remèdes appropriés à ces 7 personnalités qu'il prenait en une fois et qui permettaient d'optimiser le biotope. Oui, tout à fait. Donc, juste avant de vous expliquer ça, effectivement, donc je repars en fait. Donc, ce médecin, il est convaincu que l'état de notre flore intestinale a un lien dans le déclenchement des maladies et notamment des maladies chroniques. Et on voit que donc ça, c'était début du XXe siècle. Donc, il avait quand même un certain côté avant-gardiste parce qu'aujourd'hui, on croule sous les études du microbiote intestinal. On comprend à quel point c'est important. On dit que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Donc, c'est vrai qu'en fait, il y avait quand même quelque chose de très intéressant derrière ces recherches. Et donc, en fait, il continue à étudier là-dessus. Et en fait, il met en avant effectivement 7 germes intestinaux qui seraient en lien donc avec 7 types de personnalités. Et donc, en fait, finalement, les 7 nosodes de Bach, c'était des sortes de vaccins, on peut dire, qui correspondaient donc à ces 7 types de germes intestinaux et qui correspondaient à 7 types de personnalités, de traits de personnalité humaine. Donc, on arrive progressivement vers les fleurs de Bach, mais pas tout de suite encore. Donc, en fait, il les teste sur ses patients et il se rend compte, en fait, que plus il s'intéresse à ses patients dans leur globalité, plus il a cette approche qui est holistique et qui est de vraiment s'intéresser à son patient, comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous vous sentez, etc. Plus il va être capable de bien cibler le bon nosode et plus il a des résultats qui sont intéressants. Et en fait, donc au départ, il donnait ces nosodes aussi effectivement par rapport à ce qu'on disait au niveau plutôt de la clinique, donc de l'aspect médical des germes. Et en fait, progressivement, il se rend compte que tous les patients qui ont le même type d'état émotionnel ont besoin du même nosode. Et donc, il fait vraiment ce lien, c'est comme ça que progressivement, on arrivera aux fleurs de Bach, il fait vraiment ce lien entre traits de personnalité, germes intestinaux. Et donc, à la fin, finalement, il conseille plus que ces germes par rapport à par rapport à l'état émotionnel de la personne, plus que par rapport au type de symptômes qui est présent.
Donc, c'est une façon complètement différente, nouvelle, on va dire, de voir la santé. Donc, il en reste sur les nosodes de Bach et puis finalement, c'est ça, en fait, il se rend compte qu'il y a un tel impact des émotions dans le processus de soins que progressivement, eh bien, il se détache de la médecine allopathique et il quitte Londres, parce que donc, du coup, c'était un médecin anglais, et il part dans un petit village qui s'appelle Mount Vernon, et donc c'est là qu'il mettra au point sa méthode des fleurs de Bach. Donc ça, c'était sur la vie du docteur Bach. Moi, je suis passionnée par ça, donc du coup, je tenais quand même à vous en dire un petit peu. Et je trouve que ça a permis aussi de voir un petit peu la genèse de la méthode et que c'est pas une méthode qui est arrivée comme ça, c'est vraiment le fruit du travail du docteur Bach. Et effectivement, c'est ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous parler. Il nous disait le patient est ce qu'il y a de plus important dans le traitement. Et c'est vraiment, il avait vraiment à cœur d'aller chercher la cause profonde des maladies et de voir vraiment à quel point le patient, il était vraiment au centre de tout et qu'il était important de le prendre en considération dans tout ce qu'il représentait et pas seulement par rapport à un symptôme. Voilà, donc... ce qui nous donne finalement une méthode. Donc, on n'est plus du tout sur des petits vaccins homéopathiques, c'est plus du tout les nosodes. On arrive à une méthode que sont les 38 fleurs de Bach, donc qui sont des plantes, en l'occurrence pour la plupart des fleurs, qui vont aider justement sur nos états émotionnels. Donc, les fleurs de Bach, elles sont réparties en 7 familles. Donc, je pense qu'il y a bien le chiffre 7. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose avec le chiffre 7, puisqu'il y avait les 7 nosodes de Bach, et là, il y a les 7 familles. Donc, je vais vous laisser les regarder. Donc, vous voyez qu'il y a des noms qui sont un peu compliqués comme ça, mais on va y venir. Donc, on a une famille des peurs. Donc, il y en a 5 dedans. Donc, ça correspond à différents types de peurs. Et c'est ça qui est intéressant et ce sur quoi j'aimerais appuyer ce soir, c'est que les fleurs de Bach, c'est une méthode de personnalisation. C'est-à-dire que 2 personnes qui sont stressées, en théorie, pour la même chose, ne vont pas ressentir en vérité tout à fait la même chose et ne vont pas forcément avoir besoin de la même fleur. Donc, on a des... Voilà, si ça vous intéresse, je ne vais pas vous faire toutes les fleurs, les 38 ce soir, mais en tout cas, si vous avez des questions sur certaines familles ou sur certaines fleurs, n'hésitez pas après. Ensuite, on a la famille des incertitudes. On a la famille du manque d'intérêt pour le présent. Donc, en général, ça va correspondre ça plutôt à soit on va être un petit peu trop dans le passé, dans les ressassements des choses vécues, dans la nostalgie, ou soit au contraire, on va plutôt être dans des choses du futur ou d'imaginer des choses du futur. Ensuite, on a le souci excessif du bien-être d'autrui, la solitude, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, et l'abattement et le désespoir. Est-ce que ça va? Bon, je vois que vous les notez. Vous voulez que je vous laisse le temps de... Oui, ça va. Ouais, oui. Allez-y. Moi, comme ça, je vais regarder si j'avais autre chose à vous dire jusqu'à présent sur les familles, mais je ne crois pas. Ah oui, et donc, effectivement, c'est ce que j'ai oublié. Donc, il y a officiellement 36 fleurs de Bach, mais on pourrait dire qu'il y a 39 fleurs avec le remède d'urgence. Donc, peut-être que vous ne connaissez pas les fleurs de Bach, mais peut-être que vous connaissez le remède d'urgence, ou slash qu'on appelle aussi beaucoup le rescue. Oui, ça vous parle? Ouais. Pendant le Covid. Ah oui. Rescue la cuisine. Tout le monde. Avec des petites gouttes de rescue. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, bon, pas tout à fait. C'est bon, c'est bon. OK. Alors, donc maintenant, donc là, je vous ai présenté qui était le Dr Bach. Je vous ai dit qu'il y avait 38 fleurs de Bach et on va voir un petit peu maintenant le b.a.-ba de la méthode. C'est une méthode qui se veut profondément simple et aller dans l'auto-assistance. Le Dr Bach, il souhaitait vraiment nous léguer une méthode que tout le monde puisse utiliser. C'est un petit peu comme, par exemple, quand on a mal à la tête, on peut prendre des huiles essentielles ou des médicaments et on va savoir exactement laquelle va nous faire du bien ou quel médicament prendre. Et bien là, il y a cette idée aussi que on a toutes et tous des émotions. On en a plein, voire même des centaines, des milliers par jour différentes. Et donc, du coup, il y a cette idée de se dire, je peux être capable moi-même aussi de prendre en charge ma santé psycho-émotionnelle, ma santé au niveau émotionnel.
Et donc, en fait, donc moi, j'ai fait la formation officielle du centre Bac. Et en fait, on nous véhicule un de mes rôles, et c'est ce que je suis en train de faire ce soir, c'est vraiment de faire de la pédagogie sur les fleurs de bac pour transmettre la méthode. Et en entretien fleurs de bac, un de nos rôles aussi, c'est vraiment d'expliquer à la fin de la séance quelle fleur de bac on va donner et pourquoi, pour que après la personne puisse être progressivement autonome dans sa santé. Et donc ça, c'est quand même quelque chose... Enfin, moi, en tout cas, c'est une notion en termes de santé, même générale, qui me parle beaucoup et qui me touche beaucoup et qui est importante aussi. Ensuite, les fleurs de bac, ça va agir sur des émotions déséquilibrées du présent. On va dire dans les derniers jours, semaines, /derniers mois. Mais c'est pas du tout, c'est pas parce qu'on parle d'émotions, de psycho-émotionnel que, en fait, c'est une psychanalyse ou qu'on va remonter dans des traumas du passé, etc. En fait, c'est vraiment une méthode qui se veut agir sur ce que vous vivez en ce moment, les difficultés du moment. Et ça, pour le comprendre, eh bien, le Dr Bach, il utilisait la métaphore de l'oignon émotionnel. Et donc, l'oignon émotionnel, d'ailleurs, c'est utilisé par d'autres méthodes un petit peu de développement personnel. Donc, pour le Dr Bach, on va dire qu'au centre là, de l'oignon, c'est un petit peu notre être véritable, ou la couleur avec laquelle on est arrivé dans le monde. Et le Dr Bach nous explique qu'au fur et à mesure de nos expériences de vie, eh bien, on est venu comme rajouter des couches émotionnelles, alors souvent des couches de protection, par rapport notamment eh bien, à des souffrances, à des blessures, à des maladies qu'on a vécues. Et donc, l'idée, c'est de venir éplucher chaque couche de l'oignon progressivement. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, si là, vous faites un flacon de fleurs ou que là, vous en achetez, par exemple, ce soir, eh bien, en fait, vous allez les utiliser. Ça va vous aider par rapport à un état émotionnel du moment. Mais en fait, dans 3 semaines, 1 mois, eh bien, les fleurs, elles auront fait leur travail, a priori, si vous prenez la bonne. Et vous aurez épluché cette couche. Et donc, l'idée, c'est de revenir progressivement au centre de l'oignon et c'est d'aller vers une meilleure connaissance de soi. Et ça, c'est aussi important dans cette idée aussi de simplicité et d'auto-assistance, c'est de se dire, bon, c'est pour ça que je vous ai posé la question au début de pourquoi vous étiez stressé, quels étaient les facteurs. Parce qu'en fait, de savoir ça, de savoir ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de nous, bah, c'est hyper précieux parce que ça participe à la connaissance qu'on a de nous-mêmes. Et donc, effectivement, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est une méthode de personnalisation. Donc, par exemple, vous, madame, vous n'allez pas avoir besoin des mêmes fleurs que vous, madame. Et donc, du coup, c'est ça qui est aussi intéressant. Et toujours dans cette vision un petit peu holistique de la santé. Le Dr Bach, il nous disait que finalement, là, on agit sur la sphère des émotions, mais que tout est interrelié. Et que, en fait, effectivement, si on fait du bien à sa sphère psycho-émotionnelle, eh bien, il y a de fortes chances aussi qu'on fasse du bien au niveau physique. Merci. Alors, je vois que vous avez célébré, c'est là où il y a les 38, pour être super. Hop. Est-ce que ça va toujours? Ouais. Ouais. Ok. Donc, je vais passer au mode d'emploi des fleurs. L'avantage, c'est que qui dit simplicité dit que c'est aussi une méthode très simple d'utilisation. Vous pouvez vraiment être autonome tout de suite. Donc, en fait, si vous avez le choix déjà de prendre soit une seule fleur, donc là, par exemple, je choisis le mélèze, ou soit vous pouvez décider de prendre plusieurs fleurs ensemble. Vous pouvez prendre entre 2 et 7 fleurs de bac en même temps. Le plus simple, c'est de le faire dans un petit flacon personnalisé. Et puis, en fait, on ne va pas au-delà de 7 parce que, bon, c'est un petit peu un choix arbitraire du Dr Bach, mais c'est aussi de se dire qu'après, ça fait quand même beaucoup d'informations pour le corps. Et même vous, ça fait beaucoup d'informations à retenir sur pourquoi est-ce que vous prenez telle ou telle fleur. Donc, le mode d'emploi, si vous prenez une seule fleur, c'est 2 gouttes 4 fois par jour minimum, réparties dans la journée. Donc, vous pouvez par exemple faire le matin, le midi, l'après-midi, au goûter si vous en faites un et au coucher. Et si vous prenez entre 2 et 7 fleurs, dans ce cas-là, il faudra prendre 4 gouttes du mélange, 4 fois par jour minimum, réparties pareil dans la journée. L'avantage aussi, c'est que les fleurs de bac sont sans danger. C'est une méthode très, très safe. Il n'y a pas de risque de surdosage, il n'y a pas de risque de toxicité ou d'accoutumance. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit minimum. Si vous êtes dans une situation de stress SOS ou dans une situation, par exemple, de la sphère professionnelle, de la sphère familiale, de la sphère amicale, où ça ne va pas du tout, eh bien, vous pouvez en prendre plus, évidemment. Au niveau des précautions d'emploi, il n'y en a quasi pas.
il y a juste les personnes qui sont en sevrage d'alcool ou qui sont allergiques à l'alcool parce que les élixirs floraux en contiennent pour la conservation. Donc, on ne va pas s'amuser voilà, dans ces 2 cas de figure-là. Donc, c'est un petit peu... Vous voyez qu'en fait, finalement, c'est assez simple par rapport peut-être à ce que vous avez l'habitude d'entendre sur la santé naturelle. Là, on est hyper tranquille par rapport à ça. Ils ont fait des fleurs de bac sans alcool aussi. C'est vrai. Ouais. Il y a des marques qui vendent des d'érable ou je sais pas quoi. Ouais. Oui, oui. Ouais. Il existe aussi les petites gommes comme ça. Il n'y a pas, oui, il y a pas d'alcool. Il est cuit. Non. Bon, à repréciser, mais effectivement. Oui, dans les gommes. Ah oui. Ok. Il n'y en a plus. Oui, il y en a. Ok. Donc voilà, c'est vrai qu'il existe aussi des marques qui font sans alcool et il existe ça existe aussi sous forme de petites billes d'ailleurs, comme de l'homéopathie. Ouais. Voilà. Et donc, d'ailleurs, ça me fait une bonne transition sur l'homéopathie. Il y a cette idée, vous savez, dans l'homéopathie, de répéter un petit peu l'information. Et bien là, c'est la même chose, en fait. Dans les fleurs de bac, c'est une information vibratoire de la plante que vous allez donner. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contre-indication, d'ailleurs. Parce que du coup, il n'y a pas de principe actif dans les fleurs de bac, c'est une méthode qui est vibratoire. Et donc, du coup, par rapport à l'homéopathie, c'est le fait de plus vous allez répéter l'information émotionnelle de la plante dans le corps, et bien plus ça va fonctionner vite et bien. Et c'est vrai que du coup, sur les résultats, ça se voit entre une personne qui les prend qu'une fois par jour ou qui oublie, qui prend un peu de temps en temps, et quelqu'un qui fait vraiment ses 4 gouttes 4 fois par jour, et bien effectivement, ça marche quand même beaucoup mieux. Alors, du coup, ce qui peut être bien, c'est de voir effectivement quelle utilisation on peut faire des fleurs dans le cadre du surmenage et du stress. Alors déjà, une des premières choses, c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, quand on faisait un petit peu la liste des différents symptômes, donc évidemment, il y a des symptômes physiques, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de symptômes, on va dire, émotionnels, beaucoup de pensées aussi qui vont s'agiter. Et donc, c'est là aussi, nous, en fleurs de bac, on va s'occuper de ce terrain-là, on va dire. Ensuite, les fleurs de bac, elles ont pour objectif de rééquilibrer les émotions. Donc, ce qui est important aussi à dire, c'est qu'en fleurs de bac, on ne supprime pas l'émotion parce qu'on considère que si vous la vivez, si vous la ressentez, c'est qu'elle a une information à vous apporter qui est très intéressante pour vous. Et donc, l'idée, c'est pas de la supprimer, mais juste de la rééquilibrer. Donc, il y a cette idée, en fait, que quand je rééquilibre mon émotion, au lieu qu'elle soit, par exemple, à 250% et qu'elle me parasite, ou que j'ai des pensées voilà, où c'est insupportable, je viens faire redescendre d'un cran l'information, donc la pensée, l'émotion. Et en fait, si du coup, je la fais redescendre d'un cran, ça veut dire que, hop, je peux revoir en face ce qu'il y a. Et donc, je vais prendre de la hauteur et je vais pouvoir, quelque part, faciliter l'information qui se trouve devant moi et je vais pouvoir la dépasser plus facilement. Et donc, du coup, effectivement, ça permet de mieux surmonter les événements de la vie qui sont hyper stressants. Ça va nous aider aussi à retrouver un confort émotionnel au quotidien. Dans les fleurs de bac, souvent, ce qui ressort, c'est beaucoup la sensation d'être apaisé, d'avoir retrouvé un certain calme à l'intérieur de nous. Et donc ça, c'est quand on est en surmenage ou en période de grand stress, c'est quand même assez intéressant. Et donc, effectivement, il y a moins de parasitage aussi mental qui va se faire. Les fleurs de bac vont favoriser aussi une meilleure connaissance de soi. C'est vrai que quand on est donc on vit toutes et tous dans une société qui est hyper stressante. Et donc, du coup, des fois, il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies. On est tellement pris dans 15 000 choses, dans la vie familiale, la vie professionnelle, le sport, le développement personnel et tout un tas de choses qui fait qu'en fait, on ne prend plus du tout le temps de se poser et de réfléchir à qui on est, vers où on veut aller, ce qu'on veut faire, etc. Et donc, du coup, les fleurs de bac, il y a cet objectif avec l'idée de l'oignon émotionnel d'arriver à une meilleure connaissance de soi. Et effectivement, les fleurs de bac vont aider à limiter ces effets un petit peu de montagne russe émotionnelle qu'on peut ressentir quand on est dans ces périodes comme ça de burn-out, pré-burn-out, surmenage, où ça va être vraiment des pics comme ça qui vont se faire. Ça va toujours ? Ouais. Oui. Je débite de parole, ça va? Parfait? Bon. J'espère que ça va en visio. Je suis désolée, je ne vous regarde pas trop, mais... Ok, on va continuer après pour choisir la bonne fleur de bac pour soi. Donc, vous voyez que c'est vraiment ce rôle-là d'auto-assistance et de faire de la pédagogie pour que vous puissiez les utiliser.
Donc, effectivement, il y en a 38. Souvent, une des réactions qu'on va avoir, c'est de se dire « Ouh là là, je regarde le descriptif et j'ai besoin des 38 fleurs. » Exactement. Ça vous avez... Oui, mais non. Ça m'a fait la même impression au début. Donc, bien évidemment, vous n'avez pas besoin des 38. Donc, l'idée, c'est que je vous donne 2-3 petites astuces pour que vous puissiez les choisir et que ça vous aide vraiment, vous. En fait, normalement, j'imagine que c'est le cas, vous avez toujours une description qui en appelle état déséquilibré ou état négatif. En tout cas, dans celle que je vais vous présenter tout à l'heure sur le stress et le surmenage, c'est indiqué. Donc, on choisit toujours une fleur de bac par rapport à son état négatif ou déséquilibré et pas pour ce qu'elle fait à l'état positif. C'est l'idée qu'on ne va pas chercher à devenir quelque chose, on va chercher à, par rapport à une zone de souffrance ou de quelque chose qui est assez inconfortable à l'intérieur de nous, on va vouloir retrouver du confort grâce à l'aspect positif des fleurs. Donc, c'est un petit peu cette idée de yin et de yang dans les fleurs de bac. Il y a un aspect déséquilibré. Je prends la fleur par rapport à ça. Et ensuite, du coup, je vais venir rééquilibrer l'émotion grâce à l'aspect positif de la fleur, donc tout simplement par le fait de la prendre. Et hop, je reviens à un centre. On choisit une fleur par rapport aux difficultés qu'on vit dans le moment. C'est toujours cette figure de l'oignon émotionnel par rapport à ce qui est présent en nous là tout de suite, ou on va dire dans les dernières semaines ou les derniers mois. Ce qui fait que déjà, en général, ça fait un bon tri. Parce que par exemple, on peut se dire « Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours tendance à me culpabiliser » ou « Ah oui, c'est vrai que j'ai souvent tendance à l'impatience, par exemple. » Oui, mais est-ce que là, dans ce moment, dans ces dernières semaines, vous êtes vraiment dans des situations d'impatience tout le temps ou pas? Donc ça va aider aussi à choisir. Et enfin, si c'est encore un petit peu le flou, l'idée, ça va être de prendre de la hauteur, effectivement, par rapport à tout ce que vous vivez. Donc, il y a différents outils. Vous pouvez essayer d'observer vos pensées, d'observer vos émotions. La méditation, elle aide beaucoup pour faire ça. Ça peut être aussi le fait d'écrire dans un carnet, par exemple, sur 3-4 jours. Vous écrivez tout ce que vous ressentez. Alors, des fois, ça peut être un peu long, hein, parce que c'est quand même assez intense souvent. Et ça vous permettra aussi via l'écriture, et bien tout simplement de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez. Et puis effectivement, parce que donc, je vous ai dit, on peut aller jusqu'à 7. Et si par exemple, vous pensez à 10 fleurs, et bien pour sélectionner, en fait, on va sélectionner les 7 qui sont les plus douloureuses ou qui sont les plus présentes en ce moment. Voilà, donc c'est des petits outils comme ça qui peuvent aider. Donc, je vous ai pas mal parlé de la méthode, etc. Donc, maintenant, je vais vous présenter les fleurs en lien avec justement ce stress et ce surmenage. Est-ce que ça va aussi sur cette première partie de présentation des fleurs? Ouais, ok. Donc, effectivement, si on je ne vais pas revenir dans les slides, mais vous vous souvenez de cette slide où en fait on parlait des mots physiques, on va dire, et après de choses qui sont plutôt de l'ordre des émotions, et donc effectivement de la fatigue et de l'épuisement. Alors, c'est vrai que la fatigue, elle est aussi physique. Et donc, c'est vrai qu'on va parler là, vous allez voir à travers la première fleur, de fatigue physique, mais aussi de fatigue vraiment mentale, intellectuelle, psycho-émotionnelle qui va s'installer quand on est surmené ou stressé. Il s'agit de l'olivier. Là, vous avez le nom en anglais. Donc, en anglais, on dit olive, tout simplement parce que vous allez souvent le trouver. Et là, c'est vrai que c'est le cas aussi. Le Dr Bach était anglais. Donc, du coup, on a quasi systématiquement le nom des fleurs aussi qui est donné en anglais. Mais on peut faire aussi en français, c'est très bien. Donc, l'olivier. Et c'est une fleur quand on est dans un état de fatigue qui était accumulé, aussi bien au niveau intellectuel, physique, mental et ou aussi émotionnel. Et souvent, ça va être une fatigue parce qu'il y a eu vraiment un état de surcharge qui s'est accumulé. Ça a été des périodes de travail, par exemple, intenses, ou ça peut être des périodes... Ça peut être aussi des périodes de convalescence qui ont été intenses, qui vous ont beaucoup fatigué. Je pense aussi, par exemple, en postpartum, ça peut être après avoir passé une longue période, et ben voilà, post-grossesse, de s'occuper d'un enfant, etc., de complètement bouleverser son quotidien. Et voilà, donc c'est vraiment, j'ai vécu une période de travail intense avec beaucoup de choses à gérer, du surmenage. Et donc, en fait, je suis épuisée. C'est aussi une fleur qui peut être utile à prendre en prévention si vous savez que vous allez faire face à justement une période de travail intense ou une période, par exemple, si vous êtes proche aidant, que vous allez devoir vous occuper d'une personne et vous savez que vous allez
quand même un petit peu, enfin, ça va venir vraiment vous faire travailler sur tous les plans. Donc, l'olivier, vous devez voir à quoi ça ressemble dans la nature, parce qu'en plus, il y en a ici, non, dans la Drôme. Ouais. Donc, je ne vais pas vous faire toute la botanique non plus, mais en fait, l'olivier, c'est vraiment donc un arbre qui pousse en général dans les régions qui sont arides et secs et sèches, et qui a besoin justement en fait d'économiser ses ressources et qui sait très bien en fait gérer tout son stock un petit peu d'eau et tout ce dont il a besoin pour survivre face à ce climat qui est très aride et sec. Et donc, en fait, c'est un petit peu le message que l'olivier va envoyer pour nous dans le corps. C'est le fait d'arriver à mieux gérer son énergie, à la mettre aussi un petit peu, à mieux la répartir. Et donc, effectivement, pour nous permettre de se ressourcer, de recharger les batteries suite à un moment stressant qui a été surmenant pour nous. Voilà. Une deuxième fleur, on va dire, de la fatigue et qui est une grande fleur aussi des personnes qui sont surmenées, c'est le chêne. Donc là aussi, j'en reviens à la botanique, mais peut-être vous voyez, le chêne, c'est quand même un arbre qui est fort dans la nature. On dit, il y avait une expression, je crois, qui dit qu'on est solide comme un chêne. Donc il y a vraiment cette idée que c'est un arbre dans la nature qui est hyper nourricier, sur lequel on peut compter, qui est fiable et donc qui ne plie pas. Et donc là, un petit peu, ça sera son aspect. Ça va nous parler de l'aspect équilibré ou positif. Mais en tout cas, dans l'aspect déséquilibré, j'ai envie de dire, c'est l'état au-dessus de olive. Avec l'olivier, on a cet état de fatigue qui est présent, mais on arrive encore à peu près à gérer. C'est le début. En fait, quand on est dans un état d'épuisement qui s'est installé, on peut être justement dans du chêne. Donc, c'est l'étape au-dessus, parce qu'on en fait trop. Et du coup, ça va être des tempéraments en général qui vont être très combatifs. Qui vont rien lâcher, qui vont continuer de s'occuper de tout le monde. Donc, je vous disais que le chêne est un arbre nourricier. Eh bien, c'est vraiment l'idée du parent, par exemple, qui va continuer à s'occuper de toute la famille, alors que les batteries, elles sont déjà pas mal à plat. Et on va faire ça par sens du devoir. Parce que par loyauté, parce que notre famille, elle compte sur nous, ou parce que professionnellement, il y a des gens qui comptent, nos managers, nos chefs comptent sur nous. Et en fait, on ne peut pas lâcher. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, quand on est effectivement avec tout un tas de symptômes du stress, du surmenage, voire franchement, où on n'est pas loin du burn-out, eh bien, en fait, on va sentir, le corps, il ne ment pas, donc on va sentir que malgré tout, ça commence un petit peu à lâcher. Et en fait, on peut du coup avoir cette forme de tristesse qui s'installe parce qu'on se dit, oh là là, en fait, avant, j'étais capable de gérer parfaitement les choses, et maintenant, eh bien, en fait, je me rends compte que je ne peux plus faire autant qu'avant. Et ça m'agace, ça peut me rendre triste, ça peut générer différentes émotions. Donc ça, c'est pourquoi on va pouvoir prendre le chêne. Et donc, effectivement, à l'aspect équilibré, donc c'est aussi une fleur de bac qui va nous aider un petit peu à nous revitaliser, mais c'est aussi une fleur de bac qui va nous aider à reprioriser les choses, peut-être à déléguer et à prendre la mesure aussi de ce qu'on est capable de faire. Donc, souvent, ça va être un petit peu, on va mettre un premier pied sur le frein, justement, pour tout simplement s'adapter à son état. C'est aussi, je fais une petite parenthèse, c'est une grande fleur des personnes qui souffrent de maladies chroniques, qui ont des douleurs notamment, et qui font tout pour continuer la vie d'avant. Sauf qu'en fait, c'est vers le corps, à cause des symptômes d'une maladie chronique, on va lâcher. Ça va pour olive et chêne, la différence. Si vous avez du mal à faire la différence entre deux fleurs ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas aussi à me dire. Ensuite, une autre fleur, c'est le marronnier blanc. Je crois que vous en avez parlé tout à l'heure. Donc en anglais, c'est white chestnut. Donc elle, c'est pour, quand je vous disais, j'ai une fleur pour vous, c'est la fleur justement des pensées parasites. Où, voilà, vraiment cette idée de brouillard un petit peu qui se met au niveau mental. Donc c'est cette métaphore du petit vélo qui tourne en boucle dans la tête et qui nous fait nous ressasser. Donc ça peut être de ressasser des choses qui se sont passées dans la journée, des choses qui vont se passer, peu importe à la limite. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que ça nous coupe du moment présent. C'est pour ça aussi que ça fait partie de la famille du manque d'intérêt pour le présent, parce que quand on est dans sa tête, on n'est pas dans le présent et on n'est pas dans son corps non plus. C'est aussi une superbe fleur pour les personnes qui n'arrivent pas à dormir parce que vous savez, quand vous éteignez la lumière et là, bing, il y a toutes les pensées. C'est parti, ça. Voilà, c'est ça.
Donc, je pense que tout le monde a vécu ça au moins une fois dans sa vie. Et donc, du coup, elle va aider justement là-dessus. En fait, elle va avoir pour effet de calmer le mental, le flux des pensées, et elle va aider à avoir une certaine paix, on va dire, de l'esprit qui va un peu plus s'installer. Voilà. Et effectivement, c'est vrai que voilà, ça favorise une meilleure concentration parce que, par exemple, si vous devez professionnellement ou si vous faites même, je sais pas, une activité, un jeu, par exemple, de société à la maison, mais que vous êtes tout le temps dans votre tête, et ben, vous n'allez pas forcément être très concentré sur le jeu en question ou sur l'émission que vous regardez à la télé ou voilà, ou au travail. Et donc, du coup, ça peut aussi favoriser une meilleure concentration puisqu'on va revenir un peu plus dans ce qui se passe. On peut passer donc à une deuxième catégorie et donc effectivement sur ces effets de stress et de surmenage, ça va être l'hypersensibilité et l'irritabilité. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent concernés un petit peu par cette hypersensibilité émotionnelle, l'irritation, etc. Ouais. Ouais. Ok. Alors, donc du coup, dans cette catégorie, on a le prunus, qui est cherry plum en anglais. Donc c'est la fleur justement quand on a peur de péter un plomb, quand on a une forme d'irritabilité qui va faire qu'on est à fleur de peau et qu'en fait on peut avoir peur d'avoir la mauvaise remarque auprès de quelqu'un qui ne le mérite pas forcément, ou ça peut être aussi la fleur des compulsions alimentaires, des grignotages, voire du fait d'aller fumer une cigarette un petit peu par compulsion parce qu'on est très stressé et très voilà, à fleur de peau et on sent qu'il ne faudrait pas trop qu'on s'approche de nous. Et donc, du coup, c'est une fleur qui va nous inviter à retrouver un certain calme, un certain apaisement et surtout à garder son sang-froid dans ces moments où on sait qu'on est vraiment irrité à fleur de peau. Et c'est vrai que les personnes qui sont très fatiguées, très surmenées, en général, l'irritation, vous sentez quand même que ça vient assez rapidement ou peut-être plus rapidement qu'avant. Et c'est aussi une fleur qui va nous aider à retrouver en lucidité. Par exemple, si nos pensées sont effrayantes, alors c'est dans le sens, par exemple, je suis énervée après ce collègue et là je sens que voilà, je peux avoir le mot de trop ou que je pourrais en venir aux mains. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que des fois, il peut y avoir cette idée-là quand même, quand il y a vraiment quelqu'un qui nous saoule. Ah non, je ne les ai pas encore frappés avec ma main. Ah, ça va venir. Ça va venir. Ah, c'était à l'EHPAD. Bon, bah, si vous sentez qu'un jour, ça pourrait être un peu tendancieux. Ça, ce jour-là, Ok. On va pas passer à la suivante. Qui déjà se marie très bien d'ailleurs avec le prunus, c'est impatience. Donc comme son nom l'indique, c'est pour toutes les situations, toutes les fois où on fait preuve d'impatience. Donc ça va être de l'impatience par exemple parce qu'on a du mal à faire face au rythme plus lent de certaines situations ou de certaines personnes. À l'intérieur de nous, et ben, en fait, on va s'agiter. Hein, ça peut être vraiment, on va gigoter. Par exemple, si on est assis sur une chaise, on va se mettre un petit peu à faire voilà, plein de choses avec ses mains. Et donc, il va y avoir de la nervosité et de l'irritabilité. Et en fait, l'impatience fait partie de la famille de la solitude. Parce que généralement, quand on est dans cet état d'impatience, eh bien, on va être sujet, ou en tout cas, c'est une possibilité, d'être sujet à de la solitude, qu'elle soit voulue ou qu'elle soit subie. Alors, quand elle est voulue, c'est vraiment le fait de se dire, en fait, les autres sont trop lents, moi, je sais que je peux gérer parce que j'ai déjà tout ça à réaliser, donc il faut que je speed. Donc là, ça va être désiré. Ou ça peut être subi parce que tout simplement, en fait, à force d'être hyper nerveux, hyper irrité, eh bien, en fait, on va peut-être trop en attendre aussi des autres. On va faire manifester ça auprès des autres, voire leur dire, en fait, là, t'es trop lent, il faut que tu avances plus vite. Et donc, du coup, en fait, ça peut être une solitude subie dans ce sens où, du coup, les autres vont s'éloigner de nous. Et donc, ça favorise la détente mentale, l'apaisement, plus de tolérance aussi et de bienveillance vis-à-vis des autres ou des situations qui seraient plus lentes que ce que nous, on aimerait. Et une acceptation et peut-être une invitation à prendre plus de plaisir sur les temps plus longs, à accepter aussi que le temps, il est ce qu'il est et qu'on fait aussi avec les moyens du bord. Et pour finir sur l'hypersensibilité, on a le noyer. Donc justement, lui, il fait partie de la famille de l'hypersensibilité aux influences et aux idées.
C'est la fleur pour tous les changements qui sont difficiles à vivre. Alors que ce soit des changements physiologiques, type la grossesse, la ménopause, si c'est difficile pour vous à vivre, ou des changements dans la situation. Donc typiquement, face à la maladie, il va y avoir des changements qui peuvent être difficiles à vivre. Quand on a fait malheureusement un burn-out, un gros changement aussi difficile à vivre en général. C'est aussi une fleur quand on a du mal à garder son cap et qu'on peut se faire facilement influencer par les autres. Et c'est aussi la fleur un petit peu des personnes qui sentiraient qu'elles sont un peu éponges émotionnelles et qui vont capter comme ça l'émotion des autres. Et donc, dans le cas du stress et du surmenage, en général, quand on est plus à fleur de peau, il peut y avoir un peu cette influençabilité qui se fait. Et la sensation de se dire, en fait, non seulement je ressens mes émotions, mais je ressens aussi toutes celles des autres. Donc, c'est une fleur de l'adaptation, comme le stress. Et c'est aussi une fleur, du coup, qui va faciliter forcément les périodes de changement. Et c'est une fleur qui fait, si vous voulez, cette idée de protection entre nous et les autres. Et ensuite, on a la dévalorisation et la perte de confiance en soi. Donc ça, en général, c'est quand c'est sur des étapes plus sévères du surmenage. On a une grande fleur qui s'appelle Orme. C'est Elm en anglais. Et donc, je vais vous lire une petite citation du Dr Bach. Il nous dit donc, par moment, il peut y avoir des périodes de dépression où l'on ressent que la tâche à entreprendre est trop difficile et en deçà des possibilités d'un être humain. Donc, clairement, c'est la fleur du surmenage par excellence. Si vous vous sentez surmené, s'il devait y en avoir qu'une, ce serait celle-ci. En fait, dans l'orme, on a un trop-plein de choses. C'est vraiment l'idée de j'ai tout ça à faire et je ne sais pas comment je vais y arriver. Donc, c'est en général plutôt les tempéraments ormes, ça va être plutôt être des personnes qui en général ont confiance en elles et savent qu'elles vont pouvoir réussir à faire les choses. Sauf que là, temporairement, en fait, il y a un vrai manque de confiance en soi qui s'installe et en ses capacités à faire les choses. On se dit là, en fait, je suis débordée, je suis au bout du rouleau et là, je ne vais plus pouvoir m'en sortir. Donc, ça peut créer effectivement de la panique, de l'anxiété, parce qu'on n'y arrive plus. Ça peut créer tout un tas de pensées parasites. Vous savez, cette idée-là, il y a tout qui se mêle. C'est comme s'il y avait plein d'abeilles dans votre tête, parce que tout simplement, il y a un vrai surmenage qui est là. Ça peut être du surmenage temporaire, par exemple à la fin d'une semaine compliquée, ou ça peut être un vrai surmenage, un petit peu comme on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est une fleur qui va nous aider à prendre de la hauteur, et donc du coup à rationaliser un petit peu toutes les tâches qu'on a à faire. Ça va nous aider à prioriser, à déléguer éventuellement. Donc c'est surtout vrai dans le cadre professionnel. Peut-être de se dire là en fait j'ai besoin d'aide à un collègue. Et ça va nous permettre aussi toujours de retrouver un certain calme. De toute façon, c'est un peu le cas de toutes les fleurs que je vous présente. Et une certaine confiance en soi qui a été temporairement perdue. On a le mélèze. Alors là, c'est vraiment, pour continuer sur la confiance, la fleur de référence du manque de confiance en soi. C'est une des fleurs les plus vendues en France. Et donc là, on va manquer de confiance en ses capacités à faire les choses et on va avoir une vraie tendance à la dévalorisation. Il y a cette idée qu'on va peut-être se dire que les autres, ils sont mieux que nous et que du coup, on va hésiter à passer à l'action. Donc, par exemple, on va hésiter aussi à aller voir un thérapeute et à aller se faire aider quand on est surmené ou stressé. Et donc, on ne passe pas à l'action. Il peut y avoir de la peur de l'échec aussi. Donc, ça peut être une peur de l'échec dans le cadre personnel ou professionnel. Et donc, effectivement, cette tendance à se dévaloriser, qui est assez fort, surtout chez les gens qui avaient l'habitude un peu de ce perfectionnisme d'habitude, je gérais tout bien dans ma vie. Et là, je suis surmenée et je n'arrive plus rien à gérer. Donc, c'est une fleur qui va oser expérimenter, qui va aider à retrouver confiance en soi. Et si elle avait un mantra, ce serait tu peux le faire, tu peux y arriver, toi aussi, ça va aller. Et on a le pin sylvestre. Donc, le pin sylvestre, c'est notre fleur de la culpabilité. Pas que sur le stress et le surmenage, sur tous les types de culpabilité. Donc, c'est la fleur vraiment, c'est vraiment cette idée de j'ai un petit bourreau à l'intérieur de moi qui me dit que ce que je fais, c'est pas assez, que je suis nulle. Donc, il y a cet auto-jugement qui est très sévère. Et souvent, chez les personnes qui sont dans des tendances surmenage pré-burnout, il y a cette culpabilité qui est présente. Et donc, du coup, on se dévalorise. Il y a un manque d'estime de soi, un manque même d'amour de soi et de ce qu'on fait. Et donc, du coup, après, ça crée de la culpabilité. Et puis, souvent, ça va être une boucle. C'est une des fleurs aussi qui est très, très courante. Moi, je la conseille vraiment énormément.
pense qu'on a tous un petit bonbon intérieur, donc voilà. Donc, c'est une fleur qui va favoriser l'acceptation de soi, ou en tout cas d'aller vers une meilleure acceptation de qui on est, avec ses forces et ses faiblesses. D'avoir une bienveillance aussi vis-à-vis de soi. Et puis, c'est aussi une fleur qui va nous aider à un petit peu... comment on pourrait dire ça? Il y avait une autre expression en tête, mais un petit peu, on se fiche la paix, on se dit à un moment donné, je fais ce que je peux et j'accepte aussi d'en être là où j'en suis. Donc du coup, c'est cette idée de accepter on fait ce qu'on peut. Et ça permet aussi de prendre sa juste responsabilité quand on culpabilise, notamment si on culpabilise par rapport à une situation familiale que peut-être on a laissé parfois dégrader ou une situation professionnelle où on ne se sent pas à la hauteur. Et on va se culpabiliser parce qu'on va se dire que certaines situations, ça va être de notre faute, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout de notre faute, ou en tout cas, ce n'est pas que de notre faute à 100%. Donc voilà pour le pain sylvestre. Donc c'est la fin. Est-ce que vous avez des questions? En fait, moi, j'aimerais savoir comment on arrive à fabriquer donc, les fleurs de bac. Quel est le principe? Est-ce qu'on extrait de la fleur? Comment ça se passe? Oui. À l'origine. Oui, c'est vrai que c'est une des seules choses que je n'ai pas expliquées ce soir. Donc, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on fabrique finalement les fleurs de bac, les élixirs floraux? Il y a deux méthodes différentes. Il y a la méthode de solarisation et la méthode d'ébullition. Donc, en fait, les fleurs de bac, effectivement, on va cueillir la partie dont on a besoin. Donc, très souvent, c'est la fleur. Et donc, l'idée, c'est de l'accueillir en général le matin, un petit peu à l'aube, et au moment de sa floraison, évidemment. On ne va pas cueillir l'élixir, la fleur, quand elle n'est pas du tout en floraison. Donc, c'est pour ça que la majorité, ça va être entre avril, mai et septembre, à peu près. Et donc, du coup, si c'est par solarisation, en fait, donc on va ramasser les petites fleurs, on va les mettre dans un grand bol d'eau, et on va les laisser comme ça au contact du soleil, du vent. Et ensuite, ça sera filtré. On va mettre du cognac pour la conservation et après on va enlever les fleurs. Si c'est par ébullition, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu que ça soit en lien avec la solarisation, donc en lien avec le soleil, ça va être finalement comme une tisane qu'on va préparer si vous voulez aller par là. On va faire bouillir les fleurs et pendant un certain temps, donc pendant en général plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et pareil, on va filtrer et ça nous fait l'élixir. Donc, c'est aussi une façon assez simple. Et donc, c'est ça, en fait, si vous voulez. Donc, c'est l'eau qui va apporter l'information émotionnelle de la plante, le message de la plante. Et donc, du coup, on va utiliser, en fait, c'est vrai que si vous analysez, on va dire biochimiquement, un élixir floral, en fait, ça va être de l'eau et du cognac. Sauf qu'en fait, l'eau, c'est toutes les travaux, en fait, qui ont été menés sur la mémoire de l'eau. Je ne sais pas si ça vous parle. Et qui vont faire que, du coup, il va y avoir cette information émotionnelle. Et c'est ce qui fait que comme on n'a pas de principe actif, comme par exemple des huiles essentielles vont avoir tout un tas de molécules, et bien c'est ce qui nous permet aussi qu'il n'y ait pas de contre-indication majeure si ce n'est l'alcool. Est-ce que ça répond? J'ai été assez vite pour pas... Oui, si, ouais. C'est assez succinct, mais c'est clair, ouais, je vois. C'est la question. J'avais la même question. Ouais. J'avais la même question que toi. Et ça va, est-ce que c'est clair? Ouais. Ok. Il y a quelqu'un en ligne qui demande à partir de quel âge on peut donner le fleurs de bac? La naissance. Il n'y a pas de précaution particulière. Malgré l'alcool. Alors, il y a débat, effectivement. En fait, pour un enfant, donc du coup, ça va être le même mode d'emploi. Donc, ça va être 2 gouttes 4 fois par jour. Donc, ça fait 8 gouttes ou 16 gouttes. Si vous avez un nourrisson, si vous mettez les 16 gouttes, par exemple, dans un biberon ou répartis dans 2 biberons différents, en fait, le nombre de gouttes, il est tellement minime par rapport à la quantité de lait ou d'eau que, en fait, finalement, c'est vraiment minime. On dit d'ailleurs que, en fait, la quantité de fleurs de bac qu'on prend, en fait, on dit qu'il y a plus d'alcool dans une banane bien mûre que dans le fait de prendre des fleurs de bac. Si néanmoins, ça vous pose problème, effectivement, parce que je peux entendre aussi, parfois même par conviction religieuse ou pour tout un tas de raisons, qu'on ne veuille pas prendre d'alcool. Donc, soit vous pouvez vous tourner vers des marques qui font sans alcool ou des gammes, des fois, de marques qui font sans alcool. Soit il existe les petites gommes ou les petites pastilles, mais il faut que les enfants soient assez grands pour pouvoir les croquer.
Ou soit éventuellement, vous pourriez faire bouillir l'élixir pour enlever l'alcool. Voilà. Et on ne perd pas les propriétés en faisant chauffant? Non. Moi, je trouve que c'est pas top. Ça a déjà été chauffé de toute façon. Oui, non. Les propriétés, normalement, vont rester. Mais c'est vrai que moi, personnellement, c'est vraiment la situation de dernier recours. Je préfère à la limite que les gens prennent un élixir sans alcool plutôt qu'ils fassent ça. Mais après, voilà. Et donc, c'est vraiment des visions personnelles. Mais en tout cas, il n'y a pas de... En soi, par exemple, une naissance très compliquée pour un bébé, on pourrait envisager de lui donner des fleurs de bac. Et jusqu'à la fin de vie, même qu'au dernier jour, on pourrait en prendre. Justement, la durée, combien de temps? Ouais. Alors, ça dépend. Ça va dépendre de l'émotion. Donc, on va faire le plus simple. Si vous faites un flacon personnalisé, parce que vous avez choisi vos petites fleurs ou parce que vous êtes allé voir un ou une conseillère en fleurs de bac, en général, le flacon de 30 ml, il va durer 3 semaines, 1 mois. Et donc, à la fin, on fait le point. Soit vous vous dites, je vais mieux, j'arrête. Soit vous vous dites, en fait, je peux continuer, donc peut-être reprendre un rendez-vous ou refaire vous-même un autre mélange par rapport aux fleurs, par rapport aux émotions qui sont là aujourd'hui. Parce que forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes entre les 3 semaines d'avant et aujourd'hui. Donc, voilà, ça, c'est le truc classique. Si c'est une émotion qui est très temporaire, par exemple, moi, j'ai eu un petit pic de stress avant de faire cette conférence. J'ai pris des fleurs de bac. Et donc là, je les ai pris j'ai fait 2 prises un quart d'heure avant. Et je sais que ce soir, je ne vais pas reprendre ces fleurs parce que c'est terminé. Donc, ça peut être sur des émotions très temporaires. Voilà, comme une dose. Ouais. C'est ça. Ou ça peut être, si vous avez un événement stressant, quelque chose que vous savez que ça va arriver, là, ça peut être bien 2-3 semaines avant de prendre les fleurs. Voilà. Donc, ça dépend. C'est un peu au cas par cas. Ça se prend comment, alors? Alors, ça peut se prendre pur en bouche. Donc là, vous ouvrez votre petit flacon. C'est souvent des flacons compte-gouttes. Donc, hop. Soit vous pouvez le prendre dans un verre d'eau. Soit vous pourrez le prendre éventuellement, par exemple, si vous travaillez ou vous vous déplacez, que vous n'êtes pas forcément chez vous, vous pourriez faire donc 16 gouttes, c'est par exemple si vous faites un mélange personnalisé, donc c'est 4 gouttes 4 fois par jour, 4 fois 4, ça fait 16. Vous pourriez mettre 16 gouttes directement dans un thermos ou dans une bouteille d'eau et boire tout au long de la journée. J'en ai acheté un spray aussi. Alors, c'est vrai, oui, on peut les prendre. Donc là, le spray, en général, 2 sprays, ça suffit parce qu'il y a plus de contenants qui sortent que dans les gouttes. Donc là, c'est 2 sprays 4 fois par jour. Ouais, au besoin. Voilà. Et donc, le spray, en général, on le prend plutôt directement dans la bouche, mais on pourrait le mettre aussi dans un verre d'eau. Et au niveau de la conservation? Oui. Alors, l'avantage, c'est que ça se conserve très bien, très longtemps, parce que justement, on a du cognac pour la conservation. Donc, les marques comme la Drôme, elles sont obligées de mettre une date de péremption. Donc là, j'imagine, elles doivent être neuves, donc ça doit être dans 3 ans, quelque chose comme 3-4 ans peut-être. Donc, en fait, effectivement, un labo, il n'a plus le droit de vendre, ça paraît logique, après cette date-là. Mais vous, si en fait, vous sentez que le flacon, il n'a pas tourné, donc ça, on le voit très vite, c'est par l'odeur ou par le fait, vous savez, vous prenez un petit peu de liquide. Si vous voyez que c'est un petit peu blanchâtre ou que c'est un petit peu bizarre, la texture, ça veut dire qu'effectivement, il a tourné. Donc là, effectivement, vous jetez. Mais moi, je connais des personnes qui ont des fleurs de bac depuis 7 ans et elles sont périmées depuis 7 ans et puis c'est encore OK. Donc là-dessus, on est assez safe. J'ai encore une question. On peut en donner aux animaux? Oui, tout à fait. Ouais. On peut en donner, donc... Oui. Pardon, du coup, j'ai pas entendu. Comme l'homéopathie. J'ai dit comme l'homéopathie. Ouais, effectivement, on peut prendre à tout âge, vraiment Enfin, moi, je ne verrais pas de contre-indication utiliser chez un bébé comme à la fin de vie. Et on peut utiliser effectivement chez les animaux et chez les plantes, enfin pour les plantes. Par exemple, si vous avez une plante qui est en train de mourir, peut être intéressant de donner certaines fleurs. Et donc, pour les animaux, oui, ça peut... Alors, moi, je ne suis pas forcément vraiment spécialisée chez les animaux. J'ai fait un entretien une fois pour un chat, mais j'ai des collègues qui sont beaucoup plus calés, qui pourraient encore mieux vous en parler que moi. Mais effectivement, en fait, les animaux ont des émotions.
Et les émotions, les animaux vont ressentir en fait l'information en fait de la fleur. Et donc, effectivement, ça marche assez bien. Donc, typiquement, chez les animaux, on peut avoir pour de la timidité, vous savez, par exemple, un animal qui va toujours courir se cacher sous un lit quand il y a des invités, ou des animaux qui sont agressifs, ou des choses comme ça, effectivement, on peut les utiliser, ouais. Et c'est à peu près le même mode d'emploi. C'est juste que si c'est des gros animaux, je sais que c'est beaucoup utilisé en équitation pour les compétitions. Donc là, on ira plutôt sur je dirais 10 gouttes à chaque fois, peut-être 40 gouttes. Pour un chat? Pour un chat, ça serait un peu... oui, moi, je ferais 16 gouttes, ouais, dans la journée. C'est quoi la timidité pour les chats? La mimulus. La mimule, c'est la fleur des peurs connues qu'on peut nommer, mais qui ne sont pas des phobies, et c'est la fleur de la timidité. Donc on peut prendre des mimulus pour soi si on est timide ou qu'on a des peurs identifiées, et pour le chat.